France Première. 10h, 11h30. Nous sommes toujours en direct de la Foire du Livre pour notre dossier du jour en compagnie de l'auteur Solène Joubert. Bonjour Solène. Bonjour. Bienvenue dans cette émission avec La Toile des femmes. C'est paru aux éditions M+, un roman dans lequel vous évoquez la dépression postpartum, ce qui tombait plutôt bien pour nous de vous avoir maintenant puisqu'une enquête solidariste, je le disais, vient de sortir à la fin du mois de février intitulée Dépression du postpartum. Elle en fait la synthèse et vous trouvez d'ailleurs les informations sur le sujet sur le site de Solidaris. Et Caroline Depeut, qui est chroniqueuse régulière du 8-9, était justement au micro de Pascal Claude pour décrypter tout cela. Il y a une étude Solidaris qui est sortie la semaine passée et qui a mis un petit focus sur la dépression après l'accouchement. Et ça avait quand même des chiffres interpellants en montrant une augmentation de la consommation d'antidépresseurs et le fait que 54% des mères étaient à risque de développer une dépression après leur accouchement. Et je trouvais que ces chiffres étaient tellement interpellants que ça valait la peine de le pointer un peu. Eh ben, on va s'y arrêter ensemble, Caroline. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est exactement que cette dépression postpartum? Alors c'est un trouble de l'humeur, donc c'est une grande tristesse. Ça peut affecter la maman et le papa, on le verra également parce qu'il faut pas les oublier. Et après la naissance, souvent dans la première année qui suit la naissance de son enfant. On dit en général qu'il y a jusqu'à 10 à 20% des femmes qui viennent d'accoucher qui peuvent développer ce genre de dépression et ça se caractérise principalement chez elles par une grande tristesse, une anxiété très importante, une culpabilisation intense sur le fait d'avoir le sentiment de pas être une bonne mère, de pas savoir faire ce qu'il faut et malheureusement, et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça peut aller jusqu'au développement d'idées nuisibles pour soi-même ou pour son enfant. C'est différent, en fait, le postpartum du blues d'après-accouchement, le fameux blues dont on parle souvent. Bah oui, le baby blues, oui, voilà. En effet, celui-là, il atteint jusqu'à 80% des femmes, donc c'est beaucoup plus fréquent. Ça, c'est vraiment l'idée, quelques jours après la naissance, d'avoir un sentiment de tristesse ou bien une hyper-émotivité. Et ça passe plus vite? Et ça passe beaucoup plus vite, c'est pas inquiétant, c'est lié aux changements hormonaux, psychologiques, à tous ces changements. Bon, c'est quelque chose qui passe de façon assez naturelle, en fait, en général. L'étude de Solidaris mentionne qu'une mère wallonne sur 2 est à risque de dépression postpartum. C'est beaucoup ça. Oui, moi j'ai trouvé ça énorme, mais ce que je trouve intéressant, c'est justement de pointer pas simplement les femmes qui développent une dépression, mais aussi celles qui sont à risque. Parce que du coup, pour nous, pour les professionnels de la santé, ça nous permet justement de pouvoir développer des indicateurs de détection et de pouvoir du coup les prendre en charge plus tôt. Par exemple, l'étude pointe que les mères seules, et en fait c'est pas très étonnant, qui est à risque, les mères seules, les mères qui doivent s'occuper d'enfants qui sont malades, celles qui sont sans emploi et qui sont victimes de violences. Nous, du coup, on peut mettre un petit focus sur ces couples et sur ces mères-là. Les mères sont concernées, vous nous l'avez dit, les hommes aussi, les pères aussi. Qu'en est-il? Ils sont également à risque? Écoutez, ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. 28% des pères sont à risque de développer une dépression et on n'en parle absolument jamais. Or, on voit que dans la littérature, j'ai un peu regardé, près de 10% des hommes pourraient développer une dépression. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'en parlent pas à cause de la honte. Oui. Et chez eux, en plus, ça se marque un peu différemment, les symptômes, parce qu'il y aura plus de colère, d'irritabilité, des somatisations aussi. Vous savez, les maux de tête, les maux de dos, et aussi une surconsommation de substances comme de l'alcool. Et donc, probablement que ça masque aussi un peu la dépression. La Toile des femmes, c'est le livre dont on va vous parler aujourd'hui, paru aux éditions M+, Solène Joubert. C'est un roman que vous nous livrez ici. C'est l'histoire d'Esther et Pierre. Ils travaillent tous les deux pour une ONG au Burkina Faso. Esther est enceinte de plus de 8 mois lorsque la situation politique se dégrade complètement au Burkina et elle doit rentrer d'urgence en laissant Pierre derrière elle, à son grand regret et à sa grande angoisse. Elle accouche à Paris en espérant que Pierre aurait pu revenir, mais ce n'est pas le cas parce qu'elle accouche un peu trop tôt. Et les choses ne vont pas du tout se dérouler comme elle l'avait espéré, et peut-être même pas encore imaginé, mais en tout cas espéré, puisqu'elle est seule, elle se retrouve seule à Paris avec ce bébé qui ne va pas très bien et qui n'est pas en très bonne santé. Elle va devoir faire face justement à cette dépression qu'elle ne nommera pas, en tout cas pas immédiatement, mais que l'on devine assez présente chez elle. Et elle va, à travers la toile
toile des femmes qui l'entourent, et c'est le titre de votre ouvrage, découvrir ce qui lui arrive et qu'elle n'est pas seule, et en même temps redécouvrir l'histoire des femmes de sa famille, une histoire qu'elle ne connaissait pas forcément. Solène Joubert, c'est un peu aussi votre histoire, parce que vous-même, vous avez souffert d'une dépression postpartum. Alors, c'est un roman, donc ce n'est pas directement mon histoire. C'est une histoire qui m'a été inspirée par toutes les histoires que j'ai pu entendre quand je suis devenue mère. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes seules, énormément de femmes qui en souffraient et qu'il y avait surtout beaucoup de silence autour de ces femmes. Et j'ai voulu en fait raconter cette histoire pour leur donner une voix. Donc c'est pas directement mon histoire. J'ai eu des difficultés maternelles quand je suis devenue mère. J'en ai encore parce que je suis mère à nouveau. Et je voulais rajouter juste une information qui n'a pas été donnée tout à l'heure, mais que je trouve hyper importante. C'est que on sait aujourd'hui que le suicide est la première cause de mortalité des mères et des femmes enceintes. Et c'est une donnée qui vient tout juste de sortir et qui est, je trouve, terrible. Et qui vient appuyer cette idée qu'il faut absolument soutenir les femmes dans cette période du postpartum. L'enquête qui a été publiée parle d'ailleurs beaucoup de prévention et met beaucoup l'accent sur la prévention, notamment auprès des professionnels pour pouvoir identifier tous les signes avant-coureurs chez les mamans et chez les papas aussi, parce qu'on a vu l'enquête mettait beaucoup aussi les papas en avant cette fois-ci. Alors la toile des femmes, c'est quand même aussi une histoire l'histoire d'une femme, Esther. Alors je vous avoue qu'au début, Esther, elle m'énerve. je la trouve un peu... voilà. Esther, elle s'est laissée beaucoup guidée par la vie, sans prendre vraiment beaucoup de décisions, en étant beaucoup, on va dire, pas à la merci, parce qu'elle accepte cette situation, que les autres décident pour elle, la guident, lui donnent les réponses finalement, même des questions qu'elle ne pose pas, parce qu'elle pose peu de questions. Et c'est beaucoup plus tard qu'elle va se révéler. Mais Esther, elle est un peu fragile à la base. Oui, c'est un personnage très ambivalent. Oui. J'avais vraiment envie de montrer cette ambivalence qui concerne aussi la mère, parce qu'il y a quelque chose, on aime et à la fois on ne supporte pas, on est épuisé et à la fois on est complètement extatique. Il y a vraiment quelque chose, une dualité très forte. Et ce personnage d'Esther, j'avais vraiment envie de montrer une femme qui est catapultée dans la maternité comme on peut l'être toutes, parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, on est mère et rien ne nous y a préparé. Et oui, effectivement, elle est difficile à aimer, cette femme, parce qu'elle fait des choix qui sont pas forcément les bons pour son bébé. Elle est complètement dictée par son mal-être. Et pourtant, toutes les femmes que vous avez rencontrées, qui ont servi finalement d'inspiration à ce livre, ne sont pas toutes des femmes fragiles. C'est ça qui est très important de dire aujourd'hui, quand on parle de la dépression postpartum, on pourrait se dire, oui, c'était des femmes qui, à la base, étaient déjà fragiles. Pas du tout, en fait. Alors oui, elle va rencontrer effectivement les femmes de sa lignée, entre autres, mais aussi des amis. Enfin, on va se rendre compte qu'il y a autour d'elle toute une toile de femmes, et qui sont des femmes qui sont devenues puissantes, qui sont devenues fortes, qui ont presque toutes connu des drames dans la maternité, que ce soit le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, que ce soit le fait d'avoir des enfants malades. J'avais envie de montrer la beauté, en fait, qui peut émaner de ces drames, et avec quelle classe on peut les surmonter et grandir. On va revenir sur le parcours d'Esther, parce que à travers son histoire, une fois qu'elle a accouché, vous semez les graines de cette dépression qui sont autant de signes que l'on aurait dû voir chez Esther. On voit qu'elle est quand même beaucoup soumise aussi au jugement des autres, et que c'est extrêmement compliqué pour elle de se rendre compte de son propre mal-être, tellement on la culpabilise, notamment à travers son frère, qui est quelqu'un d'hyper cash, Xavier, il n'a pas la langue dans la poche, quand il a quelque chose à dire, il y va. En même temps, c'est un peu vraiment l'inverse de ce qu'est Esther au niveau du caractère, mais elle est constamment jugée au début, que ce soit même par l'assistante sociale qui vient pour l'aider et qui finit par avoir des mots blessants. Oui, elle est jugée tout le temps, c'est vrai. Chacune de ses décisions est jugée, et il y a beaucoup de... Tous les personnages masculins du livre sont assez difficiles. Oui. Loin de moi l'idée de dire que c'est que difficile pour les femmes et que c'est très facile pour les hommes de devenir père. Je crois vraiment qu'il ne faut pas stigmatiser les hommes de cette manière, et que, comme l'a montré l'étude, il y a une grande difficulté aussi à devenir père. Je me suis même demandé si Pierre n'était pas en dépression lui-même, quelque part. Si, sans doute. Oui, à travers ce que vous aviez décrit. Oui. Bon, après, je ne vais pas révéler la fin, parce qu'on découvre qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas rentré, au-delà du fait que c'est terrifiant de devenir père. Mais si, sans doute, lui aussi traverse une période
très très difficile où il est incapable tout d'un coup de faire face à ce qui est attendu de lui dans cette paternité. Dans tous les témoignages de femmes et peut-être d'hommes que vous avez pu recueillir, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Ce qui m'a frappé, c'est le silence et la honte. Et j'avais vraiment envie de mettre des mots là-dessus. Pourquoi il y a aujourd'hui ce silence et cette honte? Il y a quelque chose quand même dans les générations qui nous ont précédées où les femmes ont fait beaucoup toutes seules. Elles ont fait avec beaucoup plus d'enfants que nous aujourd'hui, avec souvent un mari qui était désengagé du foyer familial. Et elles l'ont fait en silence, elles l'ont fait parfois sans avoir aucun espace pour dire. Et c'est difficile aujourd'hui à notre génération de se confronter à la leur en disant nous en fait on a envie de faire différemment, on a envie de dire, on n'a pas envie d'une situation où être mère c'est douloureux, on a envie de l'égalité dans nos foyers, on a envie que le père soit impliqué et ça c'est très difficile et parfois on préfère se taire plutôt que d'aller au conflit. Oui, parce que la place des mères, elle est importante aussi, les mères d'une autre génération qui pourraient dire à celles qui sont plus jeunes, mais tu as tout ma chérie pour être heureuse. Oui, exactement. Et ça, c'est très juste et c'est très difficile, je trouve. Même moi, à titre personnel, j'ai du mal avec les femmes de ma famille à assumer, de dire non, en fait, pour moi aussi, c'est difficile, même si j'ai de l'aide à la maison, même si mon mari fait 50% de la parentalité, c'est difficile. Et pourtant, ce que vous rappelez dans votre ouvrage, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à quel point, finalement, ces femmes de générations différentes, alors que ce soit sa grand-mère, la tante Jeanne, ou même Aude, qui est sa meilleure amie, on voit que finalement, on découvre que leur propre maternité ou la non-maternité n'a pas été une chose évidente et que peut-être ces générations ont parfois tendance à oublier cela en attendant que ce soit l'heureux événement tel qu'on nous l'annonce. On va revenir sur ces personnages dans quelques instants, si vous le voulez bien, Solène Joubert, avec La Toile des femmes parue chez M+ Éditions. Et on retrouvera un autre témoignage, celui recueilli par Annick Merckx pour le 8-9, celui de Zizou Chalmagne, à la naissance de son deuxième enfant. Elle va effectivement aussi passer par cette période d'abord de baby blues qui deviendra une dépression postpartum. On fera la différence d'ailleurs entre les deux. Ce sera juste après une page de pub. Tendance première. J'avais déjà l'impression d'être deux femmes différentes dans mes gestes et dans ce que je pensais. Je me souviens vraiment d'un moment où le bébé pleurait dans son lit. Et donc j'ai été le chercher, mais j'étais vraiment à bout de nerfs. Je ne sais pas combien de nuits où je ne dormais plus. Et donc j'ai été le prendre, mais avec toute ma tendresse. Et dans ma tête, c'était complètement en vrille. Je me voyais tout casser dans la chambre. C'était vraiment une ambivalence entre j'aime mon enfant et je veux plus de mon enfant. Il y a des moments où j'avais envie de partir. D'ailleurs, je suis partie. Je suis partie 3 jours. J'avais envie de mourir. Il y a des moments où j'avais vraiment envie de mourir. Je disais à mon mari, je me réveille la nuit, je dis, c'est un cauchemar, quoi. J'ai envie de crever, quoi. C'est le témoignage de Zizou au micro d'Annick Merckx pour le 8-9 à la sortie de cette enquête solidariste sur la dépression postpartum. On parle aussi évidemment de cela à travers l'ouvrage et le roman de Solène Joubert, La Toile des femmes aux éditions M+. Avant de revenir sur votre personnage, vous l'avez dit vous-même, Solène, vous avez passé aussi une période très compliquée après la naissance de votre enfant. Est-ce que vous avez identifié qu'il pouvait s'agir à un moment donné d'une forme de dépression postpartum ou on vous a dit c'est pas grave, c'est le baby blues, un peu comme on dit à Esther d'ailleurs. Pendant une semaine, tu vas ressentir un peu un baby blues et puis ça va aller mieux et puis elle sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas parce que les semaines passent et puis ça va pas mieux. Est-ce que vous avez identifié quelque chose? Est-ce qu'on a mis des mots sur ce que vous ressentiez? Alors moi, j'ai pas fait exactement une dépression postpartum. J'ai eu des difficultés et j'ai mis beaucoup de temps à les identifier, à comprendre ce qui se passait, à accepter même d'en parler parce que j'avais honte, j'avais tout pour être heureuse et c'était très difficile de mettre des mots et de trouver aussi les personnes à qui en parler parce que en fait il y a plein autour de la femme, il y a plein de personnes relais, mais quand on est jeune mère, on ne sait pas du tout qui elles sont, on les a pas identifiées. Donc j'ai mis des années et c'est seulement en fait quand j'ai attendu mon deuxième enfant et que j'ai travaillé sur ce roman et que j'ai commencé à faire des recherches sur la dépression postpartum que je me suis rendu compte que j'avais moi aussi vécu des choses difficiles et pour cette deuxième grossesse je me suis fait cette fois beaucoup aider. Je me suis tournée vers des professionnels, vers le réseau mère-enfant qui m'accompagne beaucoup et qui accompagne énormément les mères et c'est génial ce qu'ils font. Ça vous a aidé comment finalement de pouvoir avoir ce relais, de pouvoir avoir cette écoute
au sein de l'association? Déjà, le fait de mettre des mots sur ce qu'on vit, des mots médicaux, en fait, ça permet de comprendre que c'est systémique et que c'est des difficultés qui concernent énormément de femmes et que du coup, c'est pas quelque chose qui est individuel, c'est vraiment sociétal. Ça permet déjà de déculpabiliser énormément. Et ça aide aussi factuellement d'avoir des rendez-vous réguliers, de pouvoir parler des choses qui sont difficiles à des gens qui comprennent très très bien ce qu'on vit et qui y sont habitués. Le personnage de Aude dans l'ouvrage, c'est la meilleure amie d'Esther, qui s'avère être sa belle-sœur aussi. Hein. Et c'est l'antithèse d'Esther. C'est quelqu'un qui a 3 enfants, qui manie tout ça avec beaucoup de dextérité, qui a beaucoup d'empathie pour Esther au début, et puis qui finit par ne plus comprendre ce qui arrive à Esther. Esther, dont on dit, elle n'aime pas son enfant quelque part. Ce sont des mots très durs. Oui, Aude est effectivement à l'opposé d'elle parce qu'elle a une maternité qui est plutôt heureuse et qui est plutôt simple, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des maternités qui sont très heureuses et heureusement, et j'avais quand même envie de montrer un personnage qui s'épanouit là-dedans avec ses enfants. Alors elle a évidemment quelques difficultés, mais elle fait vraiment le contrepoids, et il y a un moment effectivement où elle ne supporte plus cette amie qu'elle veut soutenir par ailleurs parce que elle est seule, elle est sans le père de l'enfant, c'est extrêmement difficile. Et en même temps, c'est très difficile à voir une mère qui rejette son enfant. Je pense que c'est presque ce qu'il y a de pire. Il y a l'incompréhension évidemment de l'autre, que ce soit le père ou une autre mère qui ne comprend pas ce qui peut se passer parce qu'on n'est pas dans le corps, on n'est pas dans la tête, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Est-ce que vous avez beaucoup de témoignages comme ça d'accompagnants ou d'accompagnantes qui se disent « je m'en suis pas rendu compte » ou « je ne comprenais pas » ou « je me sentais inutile parce que je n'y arrivais pas ». Oui, énormément. Énormément. C'est des mots qui sont assez silencieux en fait. Et comme ce qu'on se disait, qui sont cachés. Donc pour la personne qui est en face, on voit sa femme complètement perdre pied. On a du mal à suivre, on a du mal à comprendre. Parfois c'est agressif aussi, et le couple en prend beaucoup. C'est une grande épreuve pour le couple. Donc très difficile d'en parler, ouais. Vous avez un compte Instagram, Solène Joubert, dans lequel vous parlez régulièrement, mais avec beaucoup de pudeur, je trouve, de votre situation de maman, avec notamment votre fils dernier-né qui s'est fait opérer pour une craniosténose. Vous partagez ces mots avec beaucoup de pudeur, mais aussi de l'expérience. Est-ce que dans ce partage que vous faites de vos maternités, qui sont 2 maternités quelque part compliqué, même si c'est complètement différent comme complication. Est-ce que vous avez la sensation que justement aujourd'hui les femmes ne sont pas encore suffisamment entendues et qu'elles ne délivrent pas facilement leurs paroles par rapport à ça? Je trouve qu'il y a une amélioration très nette quand même il y a eu 4 ans d'écart entre mes 2 maternités, et 4 ans plus tard, je vois énormément de choses qui se sont développées. Par exemple, il y a des initiatives comme le Club Poussette qui rassemble les mamans dans les villes qui ont besoin juste de se rassembler pour aller promener leur enfant en pleine nuit quand ils crient, ou la matrescence, ou des podcasts qui aident énormément les parents. Donc non, je trouve quand même qu'il y a maintenant beaucoup plus de choses qui ont été mises en place. Il faut continuer, et dès la maternité, en fait, il y a une vigilance, je trouve, maintenant très forte. Moi, on m'a tout de suite posé des questions assez précises, sachant que j'avais un peu de vécu psychologique pour ma première maternité. On m'a tout de suite demandé comment je me sentais. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de vigilance. Message d'Arnaud qui nous est arrivé, il pourrait faire sourire, et en même temps j'ai quand même envie de vous le lire. En tant qu'homme, oui, j'ai ressenti aussi une sorte de dépression postpartum, après la parution d'un album de musique ayant requis de longues semaines de gestation. Comme si ce phénomène psychologique était le même finalement. On a des mois de préparation, on a la sortie d'un album, et puis il y a la réalité également. Et il y a le fait que peut-être dans ce cas-ci, le travail est terminé, qu'il y a autre chose qu'on attend, et on est plongé dans le flou. C'est ça peut-être une des difficultés, c'est d'être plongé dans le flou. Oui, le phénomène est sans doute un peu similaire à une autre échelle, parce qu'il n'y a pas toute l'implication physique et tout le changement drastique hormonal qui chamboule la femme, qui la met complètement tête à l'envers, et tout peut partir de là, en fait, du corps. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'attentes. On est très préparé pour l'accouchement, on est préparé comme pour un marathon, et puis soudain, on est seul avec ce bébé et il y a du silence, et on s'est beaucoup préparé, et en fait, il faut y aller, quoi. Et là, c'est difficile.
des silences qui n'en sont pas tout à fait, et encore, les femmes qui entourent Esther dans votre roman Solène Joubert, que ce soit la grand-mère, la tante, les membres de sa famille qui sont présents, qui ne le sont plus, parce que c'est une famille étendue, on voit beaucoup de personnages féminins apparaître, on comprend un peu leur histoire. Les choses ne sont jamais dites de manière très explicite. Il y a toujours quelque chose à un moment donné, un peu comme si on prend le thé et dans une conversation banale, hop, on sort quelque chose qu'Esther apprend et qu'elle se prend un peu en pleine figure. On voit que même quand on livre un message ou quand on parle de son histoire, il y a une difficulté à dire les choses réellement. On livre vraiment ça comme allez, je dépose ça comme ça et puis on passe à autre chose. Oui, ça, je crois que c'est vraiment très proche de mon ressenti que plus on creuse et plus tout d'un coup les infos sont données, on dit ah oui, bah c'est vrai que maintenant que tu me le dis, en fait oui. Moi j'ai eu ça a été très dur, c'est vrai que j'y pense plus, j'ai oublié même, et puis on passe à autre chose parce que la vie continue et parce qu'il faut être fort aussi, mais ça c'est vraiment très proche de mon ressenti. Ouais. Justement, dans votre expérience entre les deux maternités, est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous vous êtes dit, avec ce que j'ai vécu lors de la première maternité, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix de vouloir un deuxième enfant? Non, par contre, c'était un choix. Je suis très très heureuse d'avoir mes enfants et je n'en ai pas douté une seule seconde. Ce que j'ai remis en question, par contre, c'est la société. C'est les gens autour de moi, c'est les réactions, c'est la façon dont j'ai été soutenue. Ça, par contre, oui, je le questionne. Qu'est-ce que vous avez remis en question, par exemple ? Ce silence, moi j'ai été très seule. J'ai été très seule à un moment où en fait il aurait fallu un village. Il y a plein de cultures dans le monde où on sait que, par exemple, tous les pays d'Asie du Sud, où on sait qu'il faut entourer la femme. Il y a 40 jours pendant lesquels, juste après l'accouchement, la femme reste alitée et c'est tout le village féminin autour qui prend le relais de la maison, des autres enfants, et la femme se contente en fait d'allaiter. On appelle ça le mois d'or, c'est magnifique, et c'est vrai que nous, dans nos cultures occidentales, on a vraiment perdu ce savoir-faire en fait autour de la femme, de comment la renourrir, comment redonner des forces à son corps, et ça c'est systémique, et ça oui, ça m'a mise en colère. Ouais. Vous parliez d'allaitement, on a justement ce message d'Olivier qui nous dit: ma mère m'a toujours dépeint un tableau navrant de sa maternité, et notamment qu'elle se sentait comme une vache à lait à l'époque. L'allaitement, c'est effectivement, moi j'ai trouvé que c'était très difficile, j'ai allaité mes 2 enfants. C'est très beau, c'est magnifique, et il faut, je trouve que il faut y aller si on a envie, mais il faut aussi dire que ça demande d'être préparé, il faut du soutien. En fait, moi ce que je trouve intéressant à dire, c'est que une maternité peut très bien se passer à partir du moment où elle est préparée, où on nous a donné les bonnes informations, où on a les bonnes personnes relais, on sait à qui s'adresser, et dans ces cas-là, on n'est pas à tâtons. En fait, ce qui est difficile, c'est quand on est dans le noir, et là, moi, cette deuxième maternité, je me suis énormément préparée et ça se passe très très bien. La toile des femmes chez M+, édition Solène Joubert, c'est aussi se découvrir à travers ces femmes qui font son histoire et savoir qu'on est un peu le produit de chacune d'elles quelque part. C'est ce dont on va parler dans un instant, ce sera après les informations de 11h. Vous pouvez toujours intervenir et poser vos messages ou vos témoignages. On parle dépression postpartum aussi à travers ce roman, par SMS au 6031, sur la page Facebook de l'émission, tout simplement un courriel à tendance première @rtbf.be. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu. Retour de l'info à midi, nous on poursuit. Nous sommes toujours en direct de la Foire du Livre avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand de La Première. Vous aurez l'occasion de participer aux émissions Entrée sans frapper, le mug spécial Foire du Livre, l'heure H, Salut les copions, Déclic. Et puis ce week-end également avec pas mal d'émissions spéciales, dont Au fil des pages à 14h avec notamment vous, Cédric. Tout à fait, Eric Russon. Et Eric Russon à la barre évidemment de l'émission. Nous poursuivons avec notre dossier du jour consacré à cet ouvrage, ce roman, La toile des femmes. Solène Joubert est notre invitée. On parle de dépression postpartum, mais pas que. Ce sera également l'occasion de retrouver un autre extrait du 8-9 de Pascal Claude. Et puis ensuite... on mettra en avant le travail d'une association qui écoute des personnes en soins palliatifs et qui écrivent le récit de leur vie. On en parle dans une dizaine de minutes. Et on va retrouver donc Caroline Depeut, qui est psychiatre et directrice médicale adjointe du centre Epsilon. Au micro de Pascal Claude, elle évoquait
notamment donc cette enquête Solidaris qui mettait en avant la non-visibilité, parfois la méconnaissance aussi, le manque d'études, les tabous encore qui entourent la dépression postpartum. On écoute justement ce qu'il faut faire. Elle mettait le doigt sur évidemment les éléments qui étaient préconisés par cette étude et on se retrouve juste après avec notre invité. Tendance première. Cédric Wautier, Véronique Tiberghien. Les parents, comme je le disais, ils ont souvent un sentiment de honte. L'accouchement, c'est tellement associé à la joie, à la fierté, oui, que quand on se sent pas bien, on est honteux, on n'ose pas en parler. Et donc, c'est aussi à nous d'aller poser des questions et d'aller vers ses parents pour pouvoir les accompagner et justement diminuer le sentiment de honte. Oui, ça reste un tabou à détruire, Ouais. Caroline. En quoi consiste en fait ce traitement ? Alors, on a d'abord un traitement de thérapie et de psychothérapie qui peut se mettre en place. C'est très important de le dire, l'entourage peut vraiment avoir un soutien positif là-dedans. Donc, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vient d'accoucher, ne pas hésiter à proposer de l'aide pour garder l'enfant ou pour garder les aînés ou pour faire toutes les petites tâches ménagères qui sont compliquées, la préparation des repas, les courses et permettre du coup à la maman ou au papa de se reposer. Quand on peut se faire aider. Quand on peut se faire aider, puisque c'est pour ça que les femmes seules, fatalement, sont plus à risque de développer une dépression parce que elles sont plus dans ce sentiment de solitude. Puis enfin, c'est également très important d'aller consulter là un psychiatre, un spécialiste qui peut voir avec vous, ou avec la personne qui développe une dépression, l'utilité d'un éventuel traitement antidépresseur qui est le traitement de base pour les dépressions du postpartum. Est-ce qu'il existe, dernière question, d'autres troubles du postpartum que nous devrions connaître, Caroline ? Oui, et alors il y a la psychose du postpartum. Heureusement, elle est beaucoup plus rare. On parle là de 1 à 2 femmes sur 1000 qui viennent d'accoucher. Mais c'est par contre assez inquiétant. Ça nécessite une hospitalisation générale ou un suivi spécialiste parce qu'il y a de la confusion. Il peut y avoir des hallucinations, du délire, de l'agressivité. Et donc ça peut être un danger pour la mère et pour l'enfant. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'accouchement peut parfois être très compliqué. Et donc ça peut provoquer du traumatisme et qu'il y a jusqu'à 7% des femmes qui viennent d'accoucher qui peuvent développer un syndrome du stress post-traumatique, qui nécessite là également un accompagnement, un suivi et une thérapie tout à fait particulière. Caroline Depeuil, donc dans le 8-9 de Pascal Claude, et vous retrouvez bien sûr l'intégralité de sa chronique sur Ovio. Message de Louise qui nous est arrivé, qui se pose des questions. Existe-t-il des études sur les conséquences sur la relation mère-enfant et sur le développement de celui-ci ? On y reviendra peut-être un jour dans un dossier du jour, mais qui poursuit son message en disant et en écrivant ceci: il y a 30 ans, c'était bien un sujet tabou et surtout la mère, moi, ne savait pas ce qui lui arrivait. J'ai quitté mon compagnon car je me sentais abandonnée. Ce sont des messages qui vous parlent, ça, qui vous touchent, que vous avez entendus régulièrement ? Oui, c'est des messages qui ont nourri mon écriture et mon envie de lever le tabou sur ce sujet, bien sûr. Avec une mise en avant dans la toile des femmes et dans la toile des femmes autour d'Esther, entre autres, de cette transmission intergénérationnelle où l'on voit qu'on est le produit, quelque part, toujours de choses qu'ont vécues les femmes de notre entourage et des femmes des générations avant nous, finalement. Oui, c'est l'autre grand sujet du livre parce que je parle de dépression postpartum, mais aussi bien de ça, de la transmission générationnelle. C'est tout ce qui se transmet silencieusement au sein d'une lignée. Là, je parle d'une lignée de femmes puissantes, puisque Esther va découvrir qu'en fait, elle n'est pas seule, qu'elle descend de femmes qui ont essuyé des très grandes difficultés dans leur maternité ou leur non-maternité parfois. Et elle va se raccrocher à leurs histoires pour avoir du courage et pour comprendre qu'elle aussi, elle est capable d'avancer dans cette voie-là. Oui, elle devient ce qu'elle n'est plus au début de l'ouvrage. Elle découvre qu'elle a des possibilités, que c'est une femme forte et que finalement, ça a peut-être été écrasé par d'autres personnes de son entourage. Oui, elle se rend compte, elle n'était pas tellement au courant parce que via son histoire, elle connaissait pas vraiment sa grand-mère, elle connaît pas sa mère. La mère est absente, la figure maternelle est absente dès le début de l'histoire. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, ne connaît pas son histoire et quand elle va découvrir, ça va être une aide très précieuse. Et puis, il y a aussi cette figure de la grand-mère qui va la guérir de beaucoup de manières différentes, qui va lui guérir le cœur, qui va la guérir de ses mains. C'est une grand-mère qui est soigneuse, qui a des pouvoirs, qui est une femme puissante. Dans l'enquête Solidaris, on découvre que dans les recherches qui ont été faites,
les questionnaires, les observations. 54% des mères en Wallonie en particulier avec un enfant de moins d'1 an sont sujettes à la dépression et 28% des pères dans la même situation présentent une haute probabilité de dépression. Ça, c'est quelque chose évidemment qui n'apparaît pas dans votre roman, mais on parle de ces générations de femmes, on ne parle pas de ces générations d'hommes, et aujourd'hui on a des hommes qui se sentent tout autant fragilisés par rapport à leur paternité et à la maternité. Alors évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur entre les femmes qui souffrent et les hommes qui souffrent, hein, vous l'avez dit, ce sont souvent aussi des éléments différents qui apparaissent, qui sont liés chez la femme aussi à ce chamboulement hormonal, mais on voit apparaître ça aujourd'hui chez les hommes aussi. Est-ce que vous avez déjà, à travers votre compte Instagram, où vous suscitez beaucoup de témoignages malgré tout, même si vous demandez, et vous faites beaucoup appel à la bienveillance, et je pense que c'est ce que vous recevez aussi, hein, beaucoup de bienveillance de la part des gens qui vous écrivent, des témoignages aujourd'hui d'hommes où c'est encore très silencieux? Oui, bien sûr, les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués, en tout cas dans l'univers autour de moi, parce que je crois que je ne peux pas parler d'un point de vue... non, pas même médical, mais voilà. C'est votre ressenti. Exactement. En tout cas, mon ressenti, c'est que les hommes autour de moi sont très impliqués dans la parentalité et que ils ressentent eux aussi des grandes difficultés. Il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant que j'avais appris dans le documentaire Babies de Netflix, que quand la mère devient mère, en fait, il y a une glande qui apparaît dans son cerveau qui est liée à la peur et qu'elle va garder toute sa vie et qui sera liée à la peur pour l'enfant, et qu'en fait un père qui est très impliqué dans la parentalité va lui aussi développer cette glande. Donc ça prouve quand même que le père impliqué peut lui aussi ressentir des émotions très fortes, des difficultés, un attachement bien sûr. Chose que la science commence à découvrir aujourd'hui et pourrait permettre de délier la parole. Alors, puisque j'en ai quand même beaucoup parlé, je vais signaler que votre compte Instagram, c'est Solène écrit, tout simplement. Et on y apprend que vous travaillez sur un deuxième roman. Oui, absolument. Alors, je ne vais pas du tout parler des mêmes sujets. Mais par contre, je m'intéresse à nouveau à une grande étape de passage chez la femme. Donc, pour ce premier roman, je parlais de la matrescence, de la naissance de la mère. Et pour ce deuxième roman, je parle du premier amour chez la jeune femme adolescente et de comment il va forger la femme adulte. Vous puisez encore dans votre histoire aussi pour nourrir ça ? Ça reste de la fiction, mais je pense qu'indéniablement, on va chercher les choses qui font mal, on va chercher son vécu. Il faut aller chercher les choses de son passé pour nourrir, oui. Et puis vous avez lancé aussi sur ce compte un journal d'écriture à écouter, qui en est à son premier épisode. C'est pas le premier ? Non, la première saison est finie. Ah, la première saison est finie, pardon. Ah non, celui que j'ai entendu sur Instagram, pardon, parce que le podcast existe sur les plateformes, évidemment, où vous expliquez que vous ne ferez plus jamais lire des choses, des extraits de votre roman, votre entourage, parce que ça coupe votre création, votre créativité. Ah oui, ça c'est très important. C'est l'erreur que j'avais faite sur d'anciens manuscrits. Surtout, tant qu'on n'a pas mis le point final au premier jet, il ne faut pas se faire lire, et surtout pas par des proches, il faut se faire lire par des bêta-lecteurs, des professionnels, parce que sinon c'est fini, ça éteint complètement la créativité et l'univers concret. Ouais. C'était le cas avec la Toile des femmes ? La Toile des femmes, j'ai travaillé de façon très méthodologique et j'ai fait un plan extrêmement précis, et quand j'ai démarré l'écriture, j'ai tout fermé autour de moi. J'ai prévenu que j'allais m'isoler et donc pendant plusieurs semaines et voire mois, j'ai été très très fermée et j'en ai parlé à personne. Et qu'il ne fallait pas vous embêter avec ça. Non. Je reviens sur votre compte Instagram. Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps d'être un peu dépassé par le nombre de témoignages, d'avoir ouvert finalement la porte à la libération de la parole, que ce soit des femmes la plupart du temps ou de certains hommes? Dépassé, non. Ça reste. J'ai pas non plus un très gros compte. Ça reste un petit compte. Pas encore. Non, pour l'instant, c'est un canal génial pour pouvoir échanger. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas et j'entends aussi des témoignages super positifs et c'est très important qu'ils soient là aussi. Et ils me font du bien, moi, d'entendre que des femmes ont pu bénéficier d'aide, de plein de choses. Donc non, c'est un canal vraiment très précieux pour échanger entre parents, je trouve.
Solène Joubert, La toile des femmes, c'est paru chez M+ Édition et vous serez en dédicace aujourd'hui et demain ici à la Foire du Livre. Aujourd'hui dès 12h et samedi à partir de 15h. Vous êtes au stand 325, comme ça on est précis pour les personnes qui sont avec nous. C'est un plaisir de vous avoir dans ce dossier avec cet ouvrage aussi que vous nous avez livré, Solène Joubert. On vous souhaite bonne suite. Merci beaucoup. Un troisième enfant aussi non, pour l'instant. Mais enfin, c'est quoi cette pression? roman. C'est déjà un peu comme ça. Merci beaucoup, Solène. 10h, 11h30. Tendance première. Cédric Wautier, Véronique Tiberghien.